RTI 1 vous informe. Mesdames et messieurs, bonsoir. On regarde les titres de ce dernier journal. Une enveloppe de 114 milliards de francs CFA sera nécessaire pour l'érection de l'université d'Odiéné, un pôle universitaire de 400 hectares qui sera dédié au métier de l'agro-industrie et des sciences vétérinaires et biologiques. Le Premier ministre Robert Beuré-Mambé a procédé à la pose de la première pierre en présence des autorités locales du Denguélé. La 8e édition de la Semaine nationale de la propreté 2024 a été lancée hier samedi à la place Belbani de Daloa. La cérémonie était placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense. Téné Birahima Ouattara a souligné l'importance de prendre soin de son cadre de vie à travers la propreté pour un développement harmonieux. Au moins 77 personnes tuées au Bangladesh dans des affrontements entre des manifestants et des partisans du pouvoir. Parmi eux, au moins 14 policiers ont été tués, des centaines de blessés ont été recensés, a précisé le porte-parole de la police, Kamrul Hassan, ce dimanche. Merci de regarder RTI 1. La 10e université publique de Côte d'Ivoire sortira des terres du Denguélé courant septembre 2026. C'est le timing qui a été annoncé par les autorités lors de la pose de la première pierre de l'infrastructure. Un pôle universitaire qui abritera des modules de formation comme l'agro-industrie et les technologies alimentaires, les technologies et les sciences vétérinaires et biologiques. À Odiéné, il sera bâti sur 400 hectares et nécessitera une enveloppe de plus de 114 milliards de francs CFA, un financement de la Banque islamique de développement et de l'État de Côte d'Ivoire. Retour sur cette activité du Premier ministre Robert Beuré-Mambé avec Franck Quadio. C'est une journée particulière pour le district du Denguélé nord-ivoirien. À la périphérie de la ville d'Odiéné, le chef-lieu, sur les 406 hectares de la future université, le bruit des pelleteuses parvient déjà aux oreilles des futurs pensionnaires comme cette jeune fille. Avant, quand on avait le bac, c'était un peu compliqué. On sortait un peu tard pour aller à Boaké, Yamsoko, à Man. Pour maintenant qu'on a l'université chez nous, c'est un grand soulagement. L'enthousiasme est partagé, voire contagieux. Surtout que le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu exprès poser la première pierre et par ce geste lancer le démarrage des travaux. Un soulagement pour population et forces vives. Cette université, qui sera la 10e de la Côte d'Ivoire, elle offrira à notre jeunesse la possibilité de poursuivre des études supérieures sans avoir à s'éloigner de leur famille et de leur terre natale. L'université d'Odiéné, qui sera spécialisée dans le domaine des sciences vétérinaires, des techniques de commerce et de gestion, viendra ainsi répondre aux défis actuels du Denguélé, liés à la modernisation des techniques d'élevage et à la commercialisation des produits agricoles. Ces investissements démontrent clairement le profond attachement de son Excellence Alassane Ouattara au bonheur des populations du district du Denguélé. L'université d'Odiéné, bientôt une réalité. C'est le fruit de la coopération État du Côte d'Ivoire et Banque islamique de développement, coût plus de 114 milliards de francs CFA. Ici, nous allons entamer donc la première phase avec la construction des infrastructures et des équipements nécessaires pour commencer à accueillir la première cohorte de bacheliers. Les travaux vont durer 24 mois, donc normalement en août 2026, les travaux sont bouclés et à la rentrée de septembre 2026, l'université d'Odiéné va ouvrir ses portes. Après 2025, il y a 4 autres universités régionales qui sont dans le pipe. Vous avez la ville universitaire d'Adiaké, l'université d'Abangourou, l'université de Dabou, l'université de Daoukourou. À la suite du maître d'ouvrage, le Premier ministre, lui, conçoit ces différents acquis comme l'illustration d'un changement de paradigme, la symbolique d'un nouvel état d'esprit. À Odiéné, l'université que votre fils vous donne, c'est une université qui va former des jeunes filles et des jeunes gens capables de quitter la classe pour aller transformer la vie de leurs parents dans les champs. Donc, quand ils sortiront de cette université,
ils seront non seulement capables de faire la recherche appliquée, mais ils seront des hommes et des femmes de terrain pour transformer Odiéné. Le Premier ministre n'a pas manqué dans son adresse d'appeler l'ensemble des cadres à renforcer la solidarité en faveur du développement du district du Denguélé, dont l'université, dans sa première phase, va accueillir une cohorte de 3000 étudiants pour 1000 lits disponibles en résidence universitaire. Je vous le disais également en titre de cette édition, la cérémonie de lancement officiel de la Semaine nationale de la salubrité s'est déroulée dans la ville de Daloa. Un lancement officiel en présence du ministre d'État, ministre de la Défense. Téné Birahima Ouattara en a profité pour annoncer l'ouverture prochaine d'une décharge publique ultramoderne à Abidjan. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations. La correspondance de Charles Tato. À l'approche de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, chaque année, et cela depuis 2016, le ministère en charge de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité mène une campagne dite Semaine nationale de propreté pour permettre aux populations de célébrer dans un cadre de vie sain et propre. Ici, le conseil régional du Haut-Sassandra s'est déjà inscrit dans cette dynamique. Daloa vient d'avoir une décharge moderne. Et cette décharge moderne aura donc pour finalité d'aider à régler définitivement les problèmes de salubrité ici. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité revient sur le sens de la célébration. La promulgation récente du Code de l'hygiène et de la salubrité et l'adoption au dernier Conseil des ministres du projet de loi portant Code de l'assainissement et du drainage. Ces deux textes constitue désormais le cadre juridique de référence en matière d'hygiène publique et de salubrité et de protection du cadre de vie partout sur le territoire national. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présidé la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la propreté. Une priorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, qui, dans son programme de société pour une Côte d'Ivoire solidaire, met un accent particulier sur la salubrité. Cela a permis donc la fermeture, la réhabilitation et la décharge de Takoedo, suivie de la construction du plus grand parc urbain de l'Afrique de l'Ouest. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Ce parc sera ouvert à la population d'ici la fin 2024. Les initiatives en faveur de la lutte contre l'insalubrité ont été saluées. Le programme de la première phase de lancement du programme national de connectivité rurale est effectif et il va concerner 18 régions du pays. À Djebeka, dans la sous-préfecture de Napié, 160 sites de radio électrique sont désormais opérationnels. Des sites dorénavant connectés au réseau électrique et à l'Internet. La cérémonie de réception a été présidée par le président du conseil régional de la région du Poro, le ministre Fidel Sarasoro. Un reportage de Boubacar Silla dans un commentaire de Kader Sogodogo. Djebeka, sous-préfecture de Napié. Le village est désormais connecté au réseau téléphonique et à Internet. Une activité dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur agricole par le moyen des technologies de l'information et de la communication. Cette cérémonie marque également la réception de 160 sites radioélectriques et le lancement du programme national de connectivité rurale dans les zones rurales. On communique partout et puis on utilise Internet facilement. Donc pour vendre les produits, nos cultures vivrières, c'est facile. Avec Internet et publier nos cultures pour avoir les acheteurs, on remercie le président de la République, Alassane Ouattara. Cette initiative du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation s'inscrit dans le cadre du projet de solutions numériques pour le désenclavement et l'e-agriculture. Ce programme d'un coût global de 38 milliards vise à connecter 575 localités de Côte d'Ivoire. Grâce à cette connectivité, les populations rurales auront désormais accès à l'éducation en ligne, à la santé en ligne, aux opportunités économiques offertes par le numérique. Présent à la cérémonie, le ministre directeur du cabinet du président de la République salue l'initiative
Fidèle Breton Sarasoro, par ailleurs président du conseil régional du Poro, exhorte les populations. C'est une cérémonie qui est extrêmement importante dans la politique globale du gouvernement. Parce qu'il s'agit là de mettre en capacité les populations rurales, de leur donner les moyens de s'ouvrir au monde. Une visite des sites radioélectriques a mis fin à la cérémonie avec l'espoir du début d'une nouvelle ère pour les populations de Djebeka. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a rencontré le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Au ministre Bruno Koné, elle a présenté le nouveau bureau de la fêtière et sollicité l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Un accompagnement dans le domaine de la politique du foncier urbain, nous explique Lonsine Bakayoko. Devant le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a évoqué toutes les problématiques qui entravent l'activité immobilière. Les plus prégnantes sont la disponibilité du financement et surtout la question du foncier. Beaucoup de difficultés, notamment dans la mise en place d'un foncier sécurisé, des financements qui sont très difficiles et la recherche en fait d'appui institutionnel, notamment tout ce qui est lié à la fiscalité. En tant qu'aménageur foncier et en même temps promoteur, il y a le principe édicté par le ministère, mais souvent on est confronté à d'énormes difficultés. Bruno Nabanye-Koné a profité de ces échanges pour égrener les réformes qu'il a initiées, réformes qui ont permis de restaurer la confiance entre l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs de l'industrie immobilière. La mise en place du système intégré de gestion du foncier urbain SICFU a particulièrement contribué à la transparence et à l'efficacité de la gestion foncière. Le SICFU permet aujourd'hui vraiment de fluidifier complètement la chaîne foncière, puisque nous sommes désormais interconnectés avec les services de la conservation foncière et du cadastre. Désormais, les flux se font de façon numérique. Donc tout cela facilite les choses, réduit les délais, c'est vraiment important. Nous sommes au titrement massif, donc nous avons déjà parlé beaucoup, qui va énormément simplifier la tâche. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés a annoncé qu'elle organise la première édition du Salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation SIMOFI du 11 au 13 novembre prochain au Canada. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et le ministère des Ressources animales et halieutiques viennent de signer un accord cadre de partenariat, un mariage de raison qui matérialise la volonté de l'État et des collectivités territoriales de faire, sinon de travailler ensemble en synergie en vue d'adresser plusieurs questions, en l'occurrence celle de l'autonomisation des jeunes et des femmes du pays profond, afin de faire la promotion de production des ressources animales et halieutiques. Dangui revient sur les enjeux de cet accord. Sur les fronts de la sécurité alimentaire et de la promotion de la production des ressources animales et halieutiques, secteur réputé vital et à fort potentiel pour le développement socio-économique de Côte d'Ivoire, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et le ministère des Ressources animales et halieutiques s'engagent à unir leurs efforts dans le cadre d'un accord de partenariat signé ce mercredi. Avec cet accord cadre, cela va permettre aux jeunes d'être mieux assistés par les responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques qui sont dans les régions. Monsieur le Président, vous avez adressé 3 sujets et nous sommes dans cette logique en même temps que vous, c'est la sécurité sanitaire des aliments. Parce que ce que nous mangeons a besoin d'être contrôlé au mieux. Et Dieu merci, nous n'avons pas eu de catastrophe en termes de sécurité sanitaire jusqu'à ce jour, parce que nous avons certes des fonctionnaires qui sont très compétents, qui sont à votre disposition dans vos régions. Nos DR et DD sont à votre disposition en termes de conseils et pour vous aider surtout à développer les initiatives dans vos différentes régions. Sans oublier bien sûr la question de l'emploi des jeunes. Cette synergie d'action entre l'État et les collectivités territoriales vise entre autres à relever les défis de l'autonomisation des jeunes et des femmes de l'intérieur du pays et surtout à assurer la sécurité sanitaire des aliments de la ferme à la table dans une perspective de développement durable.
Après un temps d'arrêt, le train du dimanche de la solidarité se remet en marche. L'initiative permet de porter assistance aux familles défavorisées sur l'ensemble du territoire national. Dans la commune de Marcory, la ministre Belmondo Dogo a visité à l'occasion 8 familles défavorisées avant de se rendre à la cérémonie de remise de vivres et de non-vivres à 500 familles. Le reportage de Michel Mamboso-Godogo. Que d'émotions, comme à tous les dimanches de la solidarité, les dimanches des larmes de joie. Brou Constantine ne peut retenir les siennes. Mère de 3 enfants, le mari malade, elle vient de voir son rêve d'avoir un congélateur se réaliser. Le dimanche de la solidarité. Une initiative du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour porter assistance aux familles défavorisées à travers la Côte d'Ivoire. Ce mois d'août, c'est la commune de Marcory qui retient l'attention. Miss Belmondo Dogo sillonne à l'occasion les ménages ciblés par ses équipes. De Sikoji Est à Aliodon, en passant par Anoumabo, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté apporte le soutien du gouvernement selon le besoin exprimé. Des vivres, des non-vivres, mais pas que. Rescolarisation et assistance médicale également au programme. 8 familles visitées, puis cap sur la cérémonie de remise des vivres, de non-vivres et de numéraires à 500 familles. Nancy Dougou. Merci pour tout. Merci pour nous. Merci pour ces familles de Marcory que vous venez de soutenir. Le lieu de faire le point. Nous avons été surtout marqués par 2 cas de maladie d'enfants qui n'étaient pas sur notre fiche, mais que nous avons découvert que nous allons prendre en charge. Les ménages visités, le ministère les suit pendant 1 an. Nous nous assurons qu'ils sortent de l'état de vulnérabilité et qu'ils arrivent à marcher comme il se doit sur l'échelle sociale. Au total, 513 familles soulagées à ce dimanche de la solidarité à Marcory. Et la caravane se poursuit. Voici déjà quelques semaines que des cas de variole du singe ont été enregistrés dans notre pays. Sur les 6 cas détectés, le directeur général de l'Institut national d'hygiène a tenu à apporter des éclaircissements avec Herman Guivet. Daniel Kwadjo-Ikra a donné un aperçu de la riposte du ministère de la Santé pour vaincre la maladie. On l'écoute. La dengue, ce n'est pas le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire, alors que la dengue est une maladie virale. La variole du singe est une maladie virale aussi, qui se transmet surtout par les rongeurs, et notamment écureuils et rats. Elle va se manifester aussi, comme toute maladie infectieuse, par la fièvre, des maux de tête et aussi des courbatures. Mais la caractéristique de la variole du singe, c'est qu'après, il y a les éruptions cutanées. Lorsqu'on a des signes, il faut donc se présenter le plus rapidement possible à l'hôpital pour être pris en charge. Donc ça peut être une prise en charge en isolement à l'hôpital ou être suivi à domicile en isolement. Et cette prise en charge, elle est gratuite. Dans notre contexte ici, ce n'est pas le singe qui est le plus impliqué, mais c'est plutôt les rongeurs, notamment les écureuils, le rat. Et là, d'ailleurs, les premiers cas que nous avons notifiés cette année, c'est un travailleur qui aussi est en même temps chasseur et qui a manipulé ces animaux-là et qui est tombé malade. La dengue sévit en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé est en train donc de mener la lutte, mais la lutte ne peut pas se mener seulement par le ministère de la Santé. C'est nous tous qui devons nous engager dans la lutte. Ce que le ministère de la Santé est en train de faire aujourd'hui, c'est la démoustication. C'est de tuer les moustiques adultes. Donc, vous avez pu constater dans les quartiers que nous avons des véhicules sur lesquels sont montées des machines et on pulvérise des insecticides dans l'ensemble des quartiers pour tuer le moustique adulte. Et c'est demain, lundi, que les récipiendaires du prix national d'excellence pour l'année 2024 seront connus. Mais avant la remise solennelle, les postulants doivent satisfaire à des critères d'exigence et d'éligibilité. Et parmi les lauréats, certains réussissent le pari de remporter une nouvelle fois le prix d'excellence. Notre reporter Mahama Traoré en a rencontré quelques-uns. Candidater, franchir les tests de sélection,
satisfaire les critères du jury et finir sur la haute marche du podium. Le chemin qui mène au prix national d'excellence est long et dire que certains postulants réussissent plus d'une fois. C'est le cas de l'entreprise fondée en 2008 par Souleymane Sidibé dans le secteur de l'immobilier. À son actif, 4 couronnements. En 2016, l'entreprise se classe premier prix du meilleur aménageur foncier et 3e prix du meilleur promoteur immobilier. Dans cette dernière catégorie, Souleymane Sidibé monte en grade au fil des ans et finit par remporter 2 fois le premier prix en 2019 et en 2023. Mon désir était d'abord de la satisfaction clientèle. Proposer à mes concitoyens une cité mieux aménagée. Vous savez qu'on parle souvent d'inondation, mais dans les cités, 5 minutes après une averse, la cité est totalement propre. Nous avons toujours rendu nos cités. Nous sommes à près de 6 cités aujourd'hui. Cette confiance auprès des clients nous a valu tout ça. Satisfaire la clientèle ou la patientèle pour ce qui est du cas du CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Depuis son ouverture en 2018, cet édifice dédié à la prise en charge des malades du cancer se démarque dans la délivrance des soins avec du matériel de pointe, au point de faire chuter le risque de décès par cancer de 25%. Performances qui ont valu au CNRAO le prix d'excellence du meilleur établissement sanitaire en 2019 et en 2023. On avait réussi à upgrader le plateau technique de radiothérapie. On avait commencé par une technologie qui s'appelle 3D et on avait réussi à acquérir la technologie qu'on appelle VMAT. Et on faisait de la Côte d'Ivoire le premier pays de la sous-région ouest-africaine qui avait le VMAT dans le service public. Le traitement était fait correctement, mais que les actions sociales que l'État avait mises en place avaient porté du fruit. Qu'on n'ait pas d'argent, qu'on en ait beaucoup, on a les mêmes chances de guérison. Mais il fallait tout faire pour venir tôt, parce que plus le stade est tardif, plus les résultats sont mauvais, malgré les efforts. Le parcours de ces champions, plusieurs fois consacrés, devrait inspirer. Précision toutefois, après 3 distinctions consécutives au prix national d'excellence, le lauréat est déclaré hors catégorie et n'est plus en droit de postuler. Depuis son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire a choisi, aux côtés de ces symboles que sont le drapeau, l'hymne national, les armoiries de la République et le portrait du chef de l'État, la devise « Union, discipline et travail ». 3 mots qui résument un idéal commun, celui de construire ensemble une Côte d'Ivoire unie et prospère. Des mots remplis de valeurs décryptés par le service civique. Un reportage d'Anaël de Crisa dans un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire acquiert son indépendance. Ce même jour, elle présente ses symboles, le drapeau, l'hymne et la devise « Union, discipline, travail ». Plus qu'un ensemble de mots, cette devise reflète les aspirations et valeurs sur lesquelles la nation a été construite. Ces symboles sont importants parce qu'ils contiennent une partie de notre histoire. Et cette histoire est matérialisée par des signes visuels ou sonores qui vont permettre d'identifier la République et de la distinguer parmi tant d'autres. La devise de la République, c'est un peu comme un slogan, c'est un appel qui doit nous amener à réfléchir et à agir. L'Union nous invite à la solidarité. En tant que citoyen ivoirien, est-ce que la communauté dans laquelle je vis, quels sont les actes que je pose pour contribuer à l'union au sein de la communauté dans laquelle je vis? Quel acte je pose? Quels sont les propos que je tiens qui montrent que je respecte les règles qui sont prescrites à travers la discipline? Qu'est-ce que je fais en tant que fonctionnaire? Qu'est-ce que je fais en tant qu'agent du secteur privé pour contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire? L'union, la discipline et le travail, des valeurs que partagent l'ensemble des Ivoiriens. Une union qui s'est d'ailleurs bien ressentie lors de la CAN 2023. Année après année, malgré ces défis, la Côte d'Ivoire, à force de travail, offre au monde le visage d'un pays qui avance et qui veut encore aller plus loin pour le grand bonheur de ses populations. La devise
Union, discipline, travail plus qu'un symbole, rappelle aux Ivoiriens l'importance de l'unité dans la diversité, de la discipline dans le comportement social et du travail comme moyen de construire une nation prospère. Elle est en somme le guide pratique de l'Ivoirien nouveau. On change maintenant de sujet avec les cadres du département de Sakassou qui volent au secours de leur localité. À l'initiative de l'un des vice-présidents du conseil régional, ils ont abordé récemment la question du développement de leur collectivité. Une rencontre placée sous le signe de la cohésion sociale et du développement. Plus de détails avec Dangui Dangui. C'est dans la salle Félix Fouet-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan au Plateau que des filles et fils de Sakassou, département de la région de Gbeke, se sont donné rendez-vous ce vendredi pour parler du développement de leur localité. C'est une rencontre initiée par le 5e vice-président du conseil régional de Gbeke, fils de Sakassou, qui, face aux ressources limitées de l'État pour financer le développement de son département, joue la carte de l'unité et encourage les initiatives personnelles. C'est étant unis que nous avons la force et nous avons les moyens et le pouvoir de faire ce que nous voulons faire. Effectivement, nous comptons sur la mobilisation de nos frères et sœurs, les cadres donc de Sakassou, faire en sorte de mobiliser tous les cadres pour tirer toutes les ressources avec nos différents canaux d'adresse, de faire en sorte qu'il y ait des investissements importants sur Sakassou pour répondre aux besoins de nos parents. Le ministre Aoutou Kofi Emmanuel, directeur de cabinet du vice-président de la République, également fils de Sakassou, de rappeler quelques réalisations de l'État au profit de ce département avant d'appeler à la cohésion sociale. La route Tiebissou, Sakassou-Béomi, promise le 1er février 2020. En 3 années, nous roulons sur cette route bitumée aujourd'hui. Naguère, Sakassou n'avait qu'un seul établissement public secondaire. En 3 années, nous avons 8 collèges de proximité qui sont fonctionnels. Le développement a besoin de quiétude. Et selon le 5e vice-président du conseil régional de Gbeke, en 2024, 18% du budget de son institution est affecté au développement du département de Sakassou, soit une enveloppe d'un peu plus de 2,5 milliards de francs CFA. On prend à présent la direction de Béomi, où plusieurs cadres du RHDP ont reçu du matériel roulant et informatique. C'est un don du ministre Siditi Mokotore, coordonnateur régional adjoint de Gbeke, un soutien logistique pour aider les responsables à mener à bien le processus e-militant afin de préparer la présidentielle de 2025. Le reportage de Soro Corona. Le coordonnateur régional adjoint de Gbeke du Rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix RHDP, aux côtés des responsables du parti à Béomi. Siditi Mokotore est venu échanger et informer les militants sur les dernières réformes et nouvelles orientations de la haute direction du parti. Siditi Touré a aussi renforcé les capacités opérationnelles des délégations départementales du RHDP, des Béomi communes, Béomi sous-préfecture et de Bodokrou, dont composé des matériels roulants, informatiques et bureautiques pour plus d'efficacité sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons un siège relevé. Ça veut dire que nous prenons possession de notre maison pour pouvoir mieux s'organiser et attaquer le terrain. Nous avons le matériel, c'est pour aider à l'inscription de tous nos militants de Béomi sur notre liste, la liste du parti. Le coordinateur régional adjoint met en mission ses plus proches collaborateurs dans le département de Béomi. C'est de vendre le RHDP à travers les actions de développement menées par le président du parti, Alassane Ouattara, pour l'épanouissement des populations ivoiriennes. Nous avons décidé de venir doter les 3 délégations du département de Béomi en matériel roulant opérationnel qui leur permettrait de faire les opérations d'enrôlement de nos différents militants, mais aussi aller à l'endroit des populations pour leur parler des réalisations du président Alassane Ouattara dans le département de Béomi. Pour un rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix soudé et fort autour du président Alassane Ouattara, Siditi Touré invite les militants à l'union et à la cohésion. Après Béomi, les autres départements de la région du Gbeke recevront la visite du coordinateur régional adjoint. Une centaine d'enfants viennent de boucler 2 semaines de vacances dans la cité du Poro, un séjour offert par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Mais avant leur retour pour Abidjan, ils ont été célébrés et félicités pour leur esprit de solidarité et de vivre ensemble. C'est Kwasi Patricia Omouitia pour le commentaire. Clap de fin pour la colonie de vacances d'État à Korogo.
Pendant leur séjour congolais, ces 240 adolescents se sont fondus dans le peuple sénoufo avec son patrimoine touristique riche en potentialités. 2 semaines de découverte et de rêves. Il est important d'envoyer vos enfants en colonie car cela leur permettra un épanouissement incroyable. Disons grandement merci, merci. Quand nous voyons, je suis là aujourd'hui, je vois des enfants qui sont épanouis, des enfants qui sortent d'eux-mêmes. On a plusieurs enfants qui ont participé à de différents jeux. Nous un grand merci au ministère et nous comptons chaque année aller avec eux. En offrant cette colonie de vacances à ces jeunes adolescents, le ministère du Tourisme et des Loisirs rêve d'une jeunesse solidaire et soucieuse de la place que doit occuper le tourisme dans leur vie. Chaque année, cette colonie est relancée pour d'autres horizons. Le temps de faire le tour de la Côte d'Ivoire. La première année, c'était à Boaké, la deuxième à Bangourou, la troisième à Korogo. Il faut dire que c'est ouvert aux enfants de 7 à 14 ans. Ces 240 colons sont issus de toutes les couches socio-culturelles du pays. La colonie de vacances d'État est à sa 3e édition cette année avec 240 colons. En 2023, ils étaient 250. Chaque année, les filles sont en tête avec le plus de participants. L'actualité internationale de cette semaine a été marquée par plusieurs événements significatifs à travers le monde. Au Bangladesh, par exemple, des manifestations anti-gouvernementales ont fait près de 80 morts dans un bilan réactualisé. Un résumé détaillé de l'actualité réalisé par Marie-Chantal Candan dans le 7 sur 7. Au Venezuela, le président vénézuélien Nicolás Maduro a été réélu dimanche 28 juillet dernier pour un 3e mandat avec 52% des voix face à l'opposant Edmundo González Urrutia qui a obtenu 43%, a annoncé la commission électorale le lundi 29 juillet dernier. La France considère désormais le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental comme la seule base pour une solution politique négociée, a déclaré le président Emmanuel Macron dans une lettre au roi Maroc VI. Le tribunal de Conakry a condamné Moussa Dadis Camara à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Un échange de prisonniers entre la Russie et les Occidentaux a eu lieu à Ankara, impliquant 26 personnes, dont le journaliste américain Evan Djerkovic. La médiation de la Turquie a été cruciale avec 7 avions participant à l'opération. Aux États-Unis, à quelques jours de la convention du Parti démocrate, la vice-présidente Kamala Harris a obtenu le soutien de plus de la moitié des délégués pour son investiture. Elle a recueilli plus de 2350 votes sur environ 4000 délégués démocrates participant actuellement à un scrutin virtuel qui se termine lundi. En Somalie, un attentat terroriste perpétré par les Chebab sur une place de Mogadiscio a fait au moins 37 morts et plus de 70 blessés, a annoncé la police ce samedi. L'attaque survenue vendredi soir a impliqué un attentat suicide, suivi de tirs d'armes à feu. Ce dimanche, à Bangladesh, des milliers de Bangladais ont manifesté dans plusieurs villes, dont Dhaka, pour demander la démission de la première ministre Sheikh Hasina. Les manifestations ont dégénéré en affrontements violents avec la police et des partisans de la Ligue Awami, faisant plus de 50 morts, dont 14 policiers et 300 blessés. Ainsi va le monde, ce journal est terminé. Merci de nous avoir accordé de votre attention. Je vous souhaite une agréable soirée et un bon début de semaine. Bonsoir.